Le trajet banlieue-Paris, les gens qui sont en dehors de Paris peuvent me dire mais ça va, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Pourquoi est-ce que ce trajet kilométrique, c'est également un trajet social ? Pourquoi est-ce qu'il est si compliqué à faire ce trajet ? Justement parce je pense qu'il n'est pas très bien pensé, imaginé par tous nos ingénieurs, urbanistes, etc. C'est que malheureusement, on pense quand même toujours un peu moins à ceux qui sont un peu de l'autre côté du périph', à ceux qui ont un peu moins de pouvoir d'achat, à ceux, tu vois, on repousse, de toute façon, la gentrification de Paris, c'est pas une légende, on repousse les plus pauvres toujours un peu plus loin, et du coup, eux, c'est pas bien grave s'ils galèrent, quoi. Moi, j'ai vu des travaux qui ont pris 1 mois dans Paris, qui ont pris 1 an et demi, voire 2 ans à la périphérie. C'est pas une légende, malheureusement. Les gens les plus pauvres sont ceux qui galèrent le plus, donc du coup, ils auront peut-être pas le temps de trop gueuler contre les travaux ou contre les conditions compliquées. Donc comme ils ferment leur gueule, bon bah tant pis pour eux. C'est un peu ça quand même. Est-ce que la fenêtre de Grand Corps Malade a changé ? Est-ce que la vue a changé ? Elle a changé il n'y a pas si longtemps, hein. Donc vue de ma fenêtre, c'était à Saint-Denis, c'était place du Caquet, juste derrière la mairie. Donc voilà, c'est tout ce que je voyais. J'ai écrit un texte en regardant dehors. Et du coup, ouais, j'ai fait peut-être 35 années de bons et loyaux services à Saint-Denis. Maintenant, je suis intramuros, comme on dit, depuis 7-8 ans. Et je le vis très bien. Hein. Ça a été bizarre au début, mais ouais, j'ai un peu suivi ma femme, en fait, qui est parisienne à la base, qui avait habité 7-8 ans à Saint-Denis pour moi, puis qui s'est dit, tiens, j'aimerais bien un jour... Je l'ai un peu suivi. Je me demande si sans elle, si j'aurais pas passé ma vie à Saint-Denis sans même me demander pourquoi. Tu vois, il y avait une espèce d'évidence. J'avais pas vraiment raison de changer. Au final, je suis très heureux de découvrir la vie à l'intérieur de Paris. Tu gagnes quand même beaucoup de temps. Hein. La banlieue de Saint-Denis, c'est proche, mais c'est quand même loin. Même si Anne Hidalgo a quand même fait son travail pour que la vie soit compliquée dans Paris. Alors ouais, quand t'es intramuros, en fait, je pense que ça va encore. Mais c'est pour les banlieusards qui, eux, veulent rentrer dans Paris en voiture. Là, c'est très compliqué, mais ça l'était déjà un peu. C'est pour ça que je passais tant de temps. Si tu veux, la frontière, le checkpoint de la porte de la Chapelle, quand t'habites banlieue nord, c'est un truc de fou. J'ai passé... Je crois que la porte de la Chapelle me doit 2 ans de ma vie, quoi, tu vois, tellement j'ai en cumulé. Donc c'est vrai que maintenant j'habite pas loin de République, je gagne beaucoup de temps. Et ce morceau, Vue de ma fenêtre, c'est aussi pour moi le premier acte scénaristique de Grand Corps Malade. Parce que c'est très cinématographique comme morceau. On pense tout de suite à un film, en fait. Et il y a un artiste qui avait raconté son quartier de la même manière, c'était Nas. On pense à Nas. Est-ce que dès cette époque-là, dès les débuts, il y avait l'envie de se dire je vais raconter ce que je vois et peut-être que du slam, ça ira au cinéma ? Non, j'y pensais pas du tout à l'époque, mais je voyais déjà vraiment chaque texte comme un mini-scénario. Et ça, je l'ai appris de Renaud, de Brassens. Enfin voilà, c'est la structure d'un texte. T'as une intro qui te donne envie de voir la suite. Ensuite, t'as une histoire, t'as un développement et t'as une chute. Voilà, je sais plus qui disait que le début et la fin d'une chanson c'est le plus important. Bah, c'est un peu comme un film. Voilà, s'il y a un temps mort dans le film, 1 ou 2 dans le déroulement du film, c'est pas le plus grave. Mais au moins, il faut que tu rentres dedans, que t'aies envie de voir la suite et que tu te prennes une petite claque ou une bonne surprise à la fin, quoi. Donc ouais, c'est vrai que j'avais une écriture où j'y pensais déjà j'imaginais déjà comme des mini-scénarios, mais le grand écran, le long métrage, le cinéma, j'y pensais pas du tout, non. Et est-ce que c'est la même envie d'écrire ? Parce que quand on voit la longévité de la carrière, on sent que l'écriture c'est viscéral, qu'il y a quelque chose en toi où ça te fait même du bien, sans utiliser les faux clichés de c'est cathartique. Mais est-ce que le cinéma est à cette même pulsion pour écrire ? Non, justement, c'est le mot que j'allais dire. C'est la même envie de raconter des histoires, de témoigner. Voilà, quand j'ai fait Patient avec Minos, avec Mehdi Idir, c'était vraiment pour raconter ce qui se passait au premier étage, d'un centre de rééducation de personnes lourdement handicapées. Je voulais témoigner de la dépendance totale de ces gens-là au moindre geste, et en même temps témoigner de la vie, de l'humour, etc. Quand on a fait la vie scolaire, c'est pareil. Avec Mehdi, on avait envie de témoigner de ce que nous, on a vécu un peu en grandissant et de ce qui existe toujours. Donc il y a cette envie, une vraie envie, un plaisir de témoigner, de raconter des histoires, mais c'est pas la même pulsion, parce que la pulsion, pour moi, c'est un truc quand même beaucoup plus court. Il y a un truc pulsionnel qui est un truc un peu plus spontané, et ça, c'est la chance d'une chanson, d'un texte, de slam ou de rap, c'est que ça peut être une pulsion, quoi. C'est-à-dire d'un seul coup, bam, t'as une émotion, un truc, tu peux l'écrire peut-être en une demi-heure. Allez, une demi-heure, c'est pas un texte ouf. Allez, mettons au moins 2 heures, mais en 2 heures, c'est une pulsion qui peut durer 2 heures. Un scénario de film, ça dure plusieurs mois. Heureusement que t'es pas sous l'effet d'une pulsion pendant plusieurs mois, sinon pour tes proches, c'est une galère. On en a vu des films écrits sous pulsion. Ouais.
J'aimerais qu'on reparle de cet album de duo parce qu'en fait, c'est un album de trio. Il y a toujours quelqu'un derrière. C'est Mosimann à la production. C'est important, une réédition aujourd'hui dans la musique. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect commercial. Tu refais vivre ton album, tu le remets un peu sur le devant des bacs. Mais il y a vraiment un aspect artistique. Pour nous, les artistes, c'est hyper kiffant sans attendre le nouvel album à la fin de la tournée et tout, juste de retourner vite en studio, assez peu de temps finalement après la sortie de l'album, voilà, refaire de la musique, recréer des chansons, voilà, en plus c'est des duos, donc voilà, retrouver le plaisir d'avoir des invités en studio, donc ouais, artistiquement c'est génial de rajouter comme ça 4-5 titres. Ouais. C'est quoi ton processus créatif ? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt taiseux ? Tu te prends des notes, tu t'enregistres des notes vocales ou t'attends d'être en studio pour travailler ? Non, je n'attends pas d'être en studio comme les rappeurs. Là, je trouve ça hyper fort de se dire tiens, on est en studio. Après, peut-être ils font vraiment des heures et des heures de studio. Mais non, moi j'aime bien aller en studio quand je sais que le texte est là, qu'il est efficace, qu'il est prêt à être enregistré. Après, ça ne veut pas dire que j'écris pendant des semaines et des semaines. Souvent, je laisse mûrir un texte. Tu vois, quand j'ai une idée. J'écris pas tout de suite, mais je sens que ça vient, le début, comment je vais aborder, l'angle d'attaque, etc. Et après, quand je me mets à ma feuille ou à mes notes sur le téléphone, ça peut aller vite. Ça peut, je peux écrire 2 heures aujourd'hui, 1 heure demain, et peut-être que ça y est, c'est fini. Est-ce que ça arrive quand, par exemple, il y a une tournée, de revenir sur un texte en disant « Ah là, je vais le dire différemment, je le pense plus, c'est quelque chose que je me permettrais pas de dire aujourd'hui ». Non, jusque-là, non, ça m'est pas arrivé. Même les vieux textes, je les assume sur chaque parole. En revanche, c'est marrant, c'est que quand tu as un nouveau texte, très vite tu l'enregistres. Donc souvent tu l'enregistres en le lisant parce que tu le connais pas encore par cœur, il est tout neuf. Et après 50, 60, 70 dates, tu le kicks tellement mieux le texte, tu vois ce que je veux dire, t'as un flow, tu maîtrises chaque truc, et après des fois tu réécoutes l'album, tu dis ah ouais merde, c'était pas fou en fait la version album, parce que forcément t'imagines, tu le fais des dizaines de fois face à un public avec l'énergie de la scène, et après tu le vis beaucoup mieux le texte. Mais c'est là qu'on voit la construction et la différence entre une carrière et des tubes, c'est qu'un artiste qui a une carrière peut se permettre de revisiter ses morceaux. Ouais, et puis justement, les anciens, là on parlait de Mosimann à la musique, à la prod de tout cet album-là. Là, sur la tournée, il a fait aussi la direction musicale. Donc on a évidemment pris pas mal de morceaux de Mesdames, puis on a pris mes petits standards à l'ancienne, ou ceux que j'avais envie de refaire vivre, mais on les a revisités un peu aussi avec la patte de Mosimann. Donc du coup, pour une espèce de cohérence sur scène, et ouais, ça fait plaisir de les revivre comme ça. C'est quoi le morceau que le public réclame le plus ? Il y en a un qui s'appelle Définitivement, que j'avais écrit avant la naissance de mon premier fils. Bon, il y a les voyages en train, mais ça commence à... Pendant longtemps, on ne me parlait que de celui-là, mais ouais, Définitivement, Dimanche soir, souvent les textes d'amour, quand même, les gens ont envie de les retrouver. Et puis, je pense que dans 10 ans, fort heureusement, il y aura beaucoup de morceaux de cet album Mesdames qu'on me demandera encore, j'espère. Ce qui est marrant, c'est que c'est Définitivement, et c'est un des morceaux, et des Dimanche soir, c'est pareil, que les gens citent le plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que souvent, les gens aiment bien prendre des citations d'autres gens, et c'est un des morceaux qu'on va le plus citer. Ça doit être très compliqué d'être capable d'écrire des choses qui touchent tout le monde, en fait. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Est-ce qu'on se dit je vais toucher tout le monde, ou juste se raconter soi en espérant que tout le monde se reconnaisse ? C'est sûr, c'est se raconter soi. C'est là, voilà, Dimanche soir, un texte d'amour où je suis hyper sincère dans ma déclaration d'amour qui dure, parce que Dimanche soir, c'est pas la découverte de l'amour, c'est l'amour au bout de plus de 10 ans de vie commune. Et définitivement, je m'imagine papa, parce que dans 3 mois, il va y avoir cette naissance. Donc évidemment, il n'y a pas plus sincère. Là, j'écris vraiment avec mon bide, avec mes tripes. Et après, évidemment que c'est ces textes-là, les plus persos, qui sont les plus universels, mais c'est normal. L'amour et s'imaginer papa, il y en a plein qui passent par là. Et donc, si tu arrives à citer des mots finalement assez simples, mais avec la petite tournure sympa et qui reflètent bien mes pensées, il y a plein de gens qui pensent pareil. Et je trouve que Dimanche soir, il y a un autre morceau de la chanson française qui lui répond, dans le côté... c'est les deux faces d'une même carte, c'est « Tu te laisses aller ». Ouais. D'Aznavour. Ouais. Ça, c'est la version positive. C'est peut-être dans 10 ans. C'est 10 ans après Dimanche soir. On verra. Est-ce qu'il manque Charles Aznavour ? Qu'est-ce qui manque de lui ? Heureusement, il a toutes ses œuvres, toute son œuvre qui vivra à tout jamais. Mais après, c'est très prétentieux de dire ça. Mais moi, j'avais la chance de connaître le bonhomme. Donc, évidemment, mes moments avec lui, et c'est pas très souvent, mais les moments où je le croisais, où il avait cette bienveillance et en même temps cet œil malin, cet œil plein d'ironie, et à parler du métier en général et de son métier à lui. Ouais, ça, c'est ces moments très perso, il manque. Ouais. Est-ce qu'il t'a donné une leçon
que tu te répètes souvent? La première fois qu'on a parlé écriture, il m'a dit il faut voir les textes à l'écrit. Et un texte écrit, une chanson, c'est de la géométrie. Et en fonction de la taille des vers, le texte écrit, même sans rentrer dans le détail, juste en voyant le texte de loin, voilà, tu sais s'il est cohérent. Parce que voilà, couplet, refrain, phrase plus dense, phrase plus rapide. Voilà, je me rappelle que ça m'a marqué et que j'aime bien de temps en temps voir un de mes textes à l'écrit, voir à quoi il ressemble. Incroyable. C'est la géométrie du texte, quoi. Voilà, exactement. Comment avoir réussi à persuader Leila Bekti? Elle avait très envie et elle avait très peur. Donc elle m'a dit, Fabien, promets-moi qu'une fois que le morceau est enregistré, qu'on a tout fini et tout, si je le sens pas, si je flippe, on le sort pas. Je lui ai dit, je te promets, mais tu auras envie de le sortir. On fera ce qu'il faut pour. On changera chaque phrase, chaque mot jusqu'à ce que tu sois contente à 100%. Et c'est ce qu'on a fait, c'est le cas. C'était hyper intéressant d'écrire pour elle. J'ai déjà dit une fois, j'ai déjà écrit pour moi, j'ai déjà écrit pour d'autres, et maintenant j'ai écrit pour Leila Bekti. C'est encore différent. C'est-à-dire que c'est moi qui ai tout écrit, mais elle m'a énormément alimenté. Elle m'a donné plein d'idées de tout ce qu'elle ressentait, de ses pensées sur ce qu'elle ressentait, sur son sens de la famille. C'était hyper intéressant, et du coup c'est un morceau qui est particulier pour nous. On se dit voilà, il marche pas, quoi qu'il arrive, en tout cas on l'aura fait, il sera pour nous et pour nos familles. Qu'est-ce qu'elle voulait dire et qu'est-ce qu'elle voulait ne surtout pas dire? Je pense que c'est difficile à dire comme ça. Il y a plein de choses. Même elle pouvait pas me traduire comme ça. C'est passé par des heures de discussion. Mais quand je dis des heures, c'est des heures. On s'est vu en face à face, on s'est appelé. Et il y a des coups de fil qui duraient 1 heure et demie. Elle me dit, il faudrait absolument que tu puisses aussi parler de ça. Ah, puis de ça aussi, par contre, ça, j'aime pas trop. J'ai pas trop envie d'en parler. Et je lui dis, mais doucement. Je ne vais pas écrire un livre. On va essayer de faire une chanson. Ça doit tenir en 3-4 minutes. Donc, mais c'était hyper intéressant, vraiment. Et toi, Fabien, tu considères que tu as combien de familles? Je crois que j'en ai qu'une. Enfin, vraiment, quand tu rentres dans la famille, c'est une seule et même famille, que ce soit celle du sang, celle du cœur. C'est un peu ce qu'on dit dans le titre avec Leila Bekti. Et c'est vrai que la famille du cœur, c'est-à-dire voilà, les frères, les sœurs qu'on s'est créés sur la route, quoi, ceux-là, ils sont aussi importants que les autres. Il y a cette expression qu'on dit souvent, ouais, lui, c'est la famille. À quel moment tu sais que c'est vrai? C'est difficile à dire. C'est un truc, ça fait très bizarre de dire ça, mais c'est un truc qui se passe dans le cœur, vraiment. Tu vois, bien sûr, des fois, je dis, lui, c'est la famille. C'est juste parce que je dis ça pour le mettre bien par rapport au mec à qui je présente. Tu vois, ça, on le fait tout le temps. Mais quand c'est vraiment la famille, je le sais, la personne le sait, et ça passe par des petits détails qui sont loin des plateaux de télé ou des grandes scènes de Zénith, quoi. Et ça marche aussi à l'inverse. La personne que tu connais pas et qui t'appelle mon frère, tu sais que ça sera jamais ton frère. Ah ouais, ça, il y en a, je suis ton frère juste dans la rue pour te présenter à quelqu'un. Mais on le sait. Il n'y a pas vraiment de définition, c'est un truc qui se dit pas. Avec le temps, est-ce que tu considères avoir eu beaucoup de nouveaux amis depuis tes débuts ou pas tant que ça? Non, pas tant que ça, vraiment pas tant que ça. J'ai gardé une base qui était la même. Je fais mes vacances toujours avec les mêmes mecs, les mêmes potes d'avant mon premier album. Et puis j'ai rencontré des gens super sur la route de cette carrière. Mais il n'y a pas beaucoup de nouveaux amis, non. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. J'ai déjà plein de potes, j'ai déjà une famille bien installée, bien stable. Et du coup, j'ai pas besoin vraiment d'élargir la famille et de me découvrir d'autres copains, d'autres copines. Voilà. Et puis, je sais pas, j'ai pas besoin que la famille soit très large, je pense. Est-ce que lorsqu'on est un artiste et qu'on fait un album de duo, quelque chose se passe qui reste au-delà de la relation humaine, en fait? Ouais, c'est un mélange vraiment entre la rencontre humaine et la rencontre artistique. C'est incroyable, un duo. C'est surtout quand tu connais pas très bien la personne à la base. Moi, je veux faire des duos sur mesure. Jamais j'écris une chanson en disant voilà, qui veut faire un duo avec moi et après je vais la distribuer. Donc, je rencontre la personne, on discute ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire comme texte? C'est ce qui s'est passé avec Louane. C'est ce qui passait avec toutes les femmes de l'album. Et là, après, on écrit ou on coécrit ou j'écris sur mesure. Et puis évidemment, donc on apprend à se connaître. Et puis après, il y a le studio. Et puis après, des fois, il y a la scène, la promo. Et du coup, on se découvre. Et en effet, il reste une relation qui est très imbriquée avec la chanson qu'on a créée, quoi. Et du coup, c'est assez particulier. On a décidé, Grand Corps Malade, de consacrer cette émission au duo homme-femme. On est obligé de commencer par Gainsbourg et Birkin, avec Je t'aime moi non plus. La relation de Serge Gainsbourg avec les artistes, est-ce que c'est quelque chose qui vous a intrigué ou influencé, Grand Corps Malade?
Pas la relation, je parle du texte en fait. Du texte. Non, mais c'était une bonne question. Et du coup, non, pas du tout, parce que Gainsbourg, t'as l'impression qu'il fallait qu'il couche avec toutes les femmes avec qui il était en duo. Donc moi, franchement, c'est pas le cas. Après, Gainsbourg, il a été, tellement fort à la fois sur le fond, sur la forme, après ce qu'il a fait, tous les albums qu'il a fait pour Jane Birkin. Bon, tu sentais l'amour qu'il avait pour elle, mais ouais, il y a Brigitte Bardot, tout ça, il y a des gros succès. Un duo, c'est une alchimie particulière. Évidemment, Gainsbourg, il a réussi ça mieux que personne. Mais voilà, cette alchimie entre les deux voix, entre les voix et la musique, comme si d'un seul coup, il y avait une évidence. Tu vois, tu sens pas qu'il y a deux entités différentes qui se rejoignent sur une route bizarre, quoi, tu vois. Monsieur, toi qui veux retourner au noir et blanc, aux belles heures du passé, je suis pas sûr que le grand Charles Aznavour pouvait correspondre à tes critères de succès. Je suis pas persuadé qu'Edith Piaf possédait de belles jambes élancées, qu'elle allait défiler sur les beaux podiums avec les grandes marques de talons compensées. Monsieur, toi qui es nostalgique des chanteurs bien foutus, des bimbos, faut que tu saches un secret important, c'est que Brassens n'avait pas de beaux abdominaux. Les auteurs, compositeurs, chanteurs ne sont pas forcément des imposteurs. Tu sais, monsieur, parfois il faut se taire. Moi, je veux voir Oshi sur un poster. Et on embrasse très très fort Oshi, qu'on aime énormément. Gros bisous Oshi. Dans cette émission Verveine Underground, ce titre, tu l'as écrit en réponse aux attaques d'un journaliste sur le physique de la chanteuse Oshi. J'ai pas voulu citer ce journaliste dans ton texte non plus. Parce que je le cite rarement d'ailleurs, même quand on me demande, je dis toujours ce journaliste qui se prétend spécialiste de la chanson française, c'est presque lui faire trop d'honneur que de citer son nom. Et bon, voilà, moi quand j'ai entendu ça, je suis allé écouter l'intégralité de l'interview pour savoir de quoi il s'agissait. Et c'est quand même 4 à 5 minutes les mots me manquent. C'est fabuleux pendant 5 minutes. C'est que moi, dans le texte, j'ai isolé quelques phrases, quelques punchlines. Mais en fait, c'est 5 minutes de punchline d'une connerie considérable. C'est incroyable. Mais ça pose la question de la valorisation de la connerie quand même. Ouais, c'est. On a l'impression il faut vraiment sortir les plus grosses énormités pour avoir l'attention. Ouais, c'est un peu ce qui se passe dans le monde politique aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir l'engouement autour d'un certain monsieur qui aujourd'hui fait On aime bien ne pas citer ici. On aime bien ne pas citer, pareil, qui fait 99% de l'actualité dans les médias politiques. Pourquoi est-ce qu'on en est là en fait ? Pourquoi est-ce qu'on est passé d'un moment où on remarquait les gens brillants, on louait les gens pour leur bienveillance ou pour leur talent dans la musique. Et là, on a l'impression qu'on est dans une ère où il faut l'outrance, la connerie, la haine, la détestation pour faire parler de soi. C'est aussi qu'on a moins de temps. On est dans l'ère du zapping, être en tête-à-tête comme on est en radio pendant 1 heure. C'est tellement agréable parce que c'est pas très souvent. Et évidemment, moi je loue les réseaux sociaux évidemment sur plein d'aspects. C'est où on n'a jamais autant consommé de musique, d'humour. Les réseaux sociaux sont géniaux pour 1000 trucs. Mais en même temps, les réseaux sociaux c'est le zapping par excellence. Et donc du coup, pour exister dans un zapping permanent, il faut être outrancier, il faut être provocateur, mais pas provocateur à la Coluche, pas provocateur avec du sens. Non, on n'en cherche même pas le sens. On cherche juste à faire du buzz. Et voilà, ce genre de phrase, c'est celle qui sortent le plus sur les réseaux. Donc finalement, c'est de celle-là qu'on parle. Et en même temps, c'est grâce au réseau qu'un morceau comme le duo avec Camille Lelouch a émergé. Complètement. Non, mais c'est pour ça que, évidemment, c'est comme dans la vie, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et les réseaux sont hyper utiles. Et nous, en tant qu'artistes, c'est notre métier de vivre aussi par ces réseaux. Et les réseaux, moi, j'ai découvert des artistes incroyables grâce aux réseaux sociaux. Donc, évidemment que je ne mets pas une grande claque au réseau juste par principe. Et après... Voilà, c'est un peu de l'éducation aux gens d'essayer juste d'aller voir ce qui est intéressant et de ne pas se laisser dompter par cette culture de la punchline qui sert à rien, quoi. Il faut rappeler que quand Grand Corps Malade est arrivé, le slam dans la tête du grand public c'était totalement nouveau et qu'il a fallu éduquer à coups de concerts, de tournées, d'albums. Et je dirais même, et c'est peut-être prétentieux, mais éduquer aussi les programmateurs radio qui pensaient vraiment que le slam... ça passait pas à la radio. Je suis d'accord, le slam ça passe pas à la radio. Sauf que le slam c'est a cappella et dans les bars et c'est le partage de la scène. Moi ça fait 15 ans que je dis aux gars, ouais moi je suis slammer, je viens du slam, mais moi je fais de la chanson. C'est un texte, c'est sur de la musique et de la très bonne musique et je dis ça sans prétention, c'est pas moi qui l'a fait la musique, c'est des grands compositeurs avec moi, Moziman, Ibrahim Malouf, Angelo Follet, j'ai eu vraiment des monstres avec moi qui ont fait mes musiques. Et donc un texte sur de la musique, sur un album, les gars c'est de la chanson. Donc et j'entendais des fois des programmateurs de radio dire ah non le slam c'est pas pour nous, ah non mon public n'aime pas le slam. Bon
bon, bah, ça y est. Et ben aujourd'hui, ils achètent des places de concert pour leurs enfants qui veulent aller voir Grand Corps Malade. On parlait de ce monsieur qu'on aime bien ne pas citer. Beaucoup de gens en ce moment n'arrêtent pas de parler des quartiers comme des zones de non-droit où des populations en remplaceraient d'autres. Toi, tu t'appelles Fabien et tu représentes Saint-Denis. Bah ouais, c'est toujours pareil. Il faut connaître un petit peu avant de parler de ces quartiers-là. Voilà, c'est ces histoires de grands remplaçants. C'est une blague. Non, le mot est beaucoup trop faible. Donc c'est une connerie monumentale. Et ce monsieur, il fait croire ça à des gens qui connaissent pas du tout ça. C'est au fin fond de la province que les gens se disent ah oui, il a raison. Oh là là, c'est vrai que ce monde fait peur. Ou juste de l'autre côté du périphérique. Ouais, c'est vrai. Ou juste, c'est à quelques kilomètres. C'est vrai. Malheureusement, il y en a aussi tout près. Mais ouais, c'est ça. Il faut connaître un petit peu pour se rendre compte de l'énormité du mensonge que propose ce monsieur, quoi. Julie, vous êtes née à l'île Maurice en 1997 et Camille, vous êtes née 2 ans plus tard à Annecy en Haute-Savoie. Oui. Petite, vos parents vous emmènent à des concerts de musique classique. Julie, ça a été un coup de foudre. À 2 ans, vous avez demandé à avoir un violon. Je crois que c'est la seule certitude que j'ai eue dans ma vie. C'est que c'était ça que je voulais faire. C'était du violon toute ma vie. Être violoniste, être soliste, être sur scène et faire comme le violoniste que je voyais devant moi au concert et qui m'a fait rêver quand j'étais toute petite. Et ça n'a jamais changé. Je pense que ça ne changera jamais. Camille, vous l'avez suivi puisqu'à l'âge de 3 ans, vous avez demandé à avoir un violoncelle. Et oui, en bonne petite sœur, j'ai imité. Mais j'ai choisi mon instrument avec le violoncelle. On a pu direct jouer ensemble. Et c'est ça qui était incroyable, de pouvoir jouer ensemble quand on est petite à 4 ans. C'est comme un jeu. Est-ce que cette exigence, elle est décuplée quand on est de la même famille ? Oui, c'est l'avantage et peut-être, l'inconvénient, je dirais. C'est qu'on peut tous dire, donc ça va très vite. Et puis on n'a pas besoin de beaucoup travailler ensemble. C'est chacune de son côté. Et après, la mise en place, elle se fait toujours naturellement. Mais par contre, on sait qu'on peut tous dire sans filtre, mais en même temps, c'est une chance parce que dans le métier, les gens vont pas forcément dire les choses honnêtement ou ce qui fait mal. Et c'est important, je pense, d'avoir un Puis on œil peut se objectif. coacher aussi pour tous les concerts, les concours, et puis on peut tous se dire il y a pas de souci. Et on connaît bien les forces, les faiblesses. C'est des ça, deux. on peut se dire si c'est bien, si c'est pas bien, et on sait qu'au moins il n'y a pas de, Qui pas de arbitre ? mensonge. Oh, ça dépend. Ouh, ça dépend. On a quand même des gros caractères toutes les deux, mais on inverse toujours. Quand il y en a une qui est plus forte, l'autre est des fois un petit peu en dessous, et c'est toujours C'est une la histoire balance. de balance entre nous deux. Nous sommes avec les Sœurs Berthollet qui apparaissaient sur l'album Mesdames, la réédition de Grand Corps Malade. Est-ce que vous voulez bien nous jouer un petit truc en direct sur le plateau ? Bien sûr. Évidemment, surtout que le nom de l'émission il est trop stylé. Je voulais dire vraiment, je sais pas qui a trouvé ça, mais très bonne idée. Merci Rien à voir, beaucoup. mais je voulais dire. Merci, je suis content. Et moi, j'ai pas pu rebondir, mais j'ai adoré l'intro de l'émission, là, le petit teaser, le petit générique, il est chambé, très très fort. Félicitations à Théo Wiesmann. Bravo. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous rigolez comme ça ? Parce qu'on n'a pas du tout fait ce qui était prévu. C'est pas grave. On s'était dit
petite structure avant. J'ai commencé à faire on n'avait pas dit ça. Voilà. Désolée. Ok. On a le droit. Est-ce que vous avez envie de faire autre chose? Une dernière fois. Qu'est-ce qui vous brancherait? Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'aimerais trop qu'on fasse un petit coup de minor swing, Allez, si vous voulez bien. un petit coup de minor swing Ouais. sur Europe 1, Ouais. dans Verveine Underground, Ouais. avec les sœurs Berthollet, Ouais. à côté de Grand Corps Malade. Ouais. Allez, on y va. Bravo, 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 bravo. On applaudit les sœurs Berthollet sur Europe 1.